Le chapitre sur la visualisation est le 8e et dernier chapitre du cours sur les réseaux de neurones. En fait, on va essayer de répondre à une question toute simple, c'est comment visualiser ce qu'un réseau de neurones a appris. Comme vous le savez, souvent on va dire que les réseaux de neurones sont des boîtes noires qui font des opérations qui nous échappent un peu parce qu'il y a trop de paramètres et on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils apprennent, et ça même si on en comprend la mécanique. On sait c'est quoi une convolution, on sait c'est quoi une opération de pooling, on sait c'est quoi une softmax, une loss, un gradient, mais il en demeure pas moins qu'il est difficile d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'image ici, par exemple, qui fait que le réseau détecte que c'est un chien. Donc, pour essayer de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un réseau a appris ?», ben, si on va dans la littérature, on réalise qu'il y a, en gros, trois grandes approches qui sont privilégiées. La première, visualiser directement les filtres, puis essayer d'en déduire quelque chose. Deuxièmement, visualiser les cartes d'activation. Donc, les cartes d'activation, c'est des neurones en sortie de chacune des couches. Ici, si on a, comme ici dans le réseau VGG, ce serait des couches convolutives. Et puis, sinon, ben, construire ou sélectionner des images qui vont exciter certains neurones, ce qui va nous informer sur la nature de ces neurones-là. Donc, la première approche, c'est de visualiser les filtres des couches. Donc, si je reviens en arrière ici, dans un réseau comme celui-ci, la première couche, c'est une couche convolutive qui traite directement les pixels de l'image d'entrée. Donc, ce sont des couches, ici 3 par 3 par RGB. Donc, si on fait ça, puis qu'on regarde le contenu que les filtres ont appris, donc ça ici, c'est un papier, une méthode qui s'appelle CafeNet, ça c'est ResNet. Les premières couches de CafeNet et de ResNet sont des filtres de taille 7 par 7, donc on voit ici 7 par 7. Et puisque ces filtres-là sont appliqués sur l'image d'entrée, c'est donc 7 par 7 par 3. Alors, on peut convertir les filtres appris en des petites imagettes, puis essayer d'en déduire quelque chose. Ben, ce qu'on voit, c'est que ces filtres-là se spécialisent dans la détection de filtres, de contours, de coins et de blobs. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'entends par blob? Ben, ici, on voit que ce filtre-là se détecte des zones mauves, en fait des espèces de blobs mauves. Ici, ce sont des blobs verts. Ici, on a d'autres blobs mauves. Donc, puisqu'il y a plusieurs blobs mauves, on en conclut que probablement que la base de données sur laquelle ce réseau-là s'est entraîné avait plusieurs sous-sections qui étaient mauves. Sinon, quand on voit un filtre qui est comme celui-ci, par exemple, ben, on voit que c'est un filtre qui se spécialise dans la détection de contours horizontaux, à savoir un contour qui va d'une zone foncée vers une zone claire. Ici, on a un filtre qui se spécialise dans la détection de contours verticaux, donc de clair à foncé. Et tous ces filtres-là qui ont des espèces d'oscillations dedans, c'est ce qu'on va appeler des filtres de type Gabor, qui sont en gros des filtres qui se spécialisent dans la détection de contours et de coins. Et ce qui est très intéressant, c'est que peu importe l'architecture, peu importe le réseau à convolution qu'on va implémenter, que ce soit un CNN Vanilla comme il y a dans le TP3 ou encore un ResNet, un AlexNet, un VGGNet, etc., les premiers filtres de la première couche vont toujours converger vers des détecteurs de coins, de contours et de blobs. Le problème avec la visualisation de filtres, c'est que bien que ça nous informe sur ce que la première couche a apprise, il est très difficile d'interpréter le contenu des couches subséquentes. Donc, par exemple, ici, dans la première couche, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 filtres. Ben, les filtres de la deuxième couche vont donc être de taille, par exemple, 7 par 7 par 16, parce que la couche précédente avait 16 cartes d'activation. Donc, visualiser un filtre qui fait 7 par 7 par 16, c'est beaucoup plus difficile que de visualiser et de comprendre un filtre qui fait 7 par 7 par 3, comme on a ici en haut. Donc, comprendre intuitivement ce que signifie, ou enfin ce que ces filtres-là ici ont appris, c'est beaucoup plus difficile que pour la première couche. Et en fait, en général, personne ne fait ça. Donc, on tire rarement grand-chose à visualiser des filtres. Il faut donc une autre solution.
Puis les solutions restantes, ben, il y a la visualisation des cartes d'activation ou encore construire et sélectionner une image qui va exciter certains neurones. Donc, visualiser des neurones de l'avant-dernière couche, c'est une chose qui se fait très souvent. Donc, quelle est l'idée? On va prendre un réseau de neurones, on va l'entraîner. Par exemple, ici, ce réseau de neurones a été entraîné sur ImageNet, mais ça pourrait être sur n'importe quelle base de données. Ça pourrait être votre propre base de données que vous voulez par la suite visualiser. Donc, le réseau est entraîné, le réseau performe bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser, par exemple, à ce que l'ensemble du réseau a appris. Puis l'ensemble du réseau a appris quelque chose dans la mesure où les performances en sortie sont bonnes. Ben, si les performances en sortie sont bonnes, ça veut dire qu'à la couche, l'avant-dernière couche, donc la couche qui possède ici 4096 dimensions, doit avoir quelque chose d'important là-dedans ou enfin d'intéressant là-dedans et on peut avoir envie d'en visualiser le contenu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, une fois que le réseau est entraîné, on va prendre une image au hasard dans notre base de données. On va prendre pour chacune de ces images ici, on va faire une propagation avant et on va ne retenir que le vecteur à 4096 dimensions qui correspond à chacune des images. Et là, par la suite, on peut faire deux choses, ou bien visualiser les plus proches voisins, ou encore faire une réduction de dimensionnalité. Donc, en voici une illustration. Dans l'article AlexNet, qui est l'article ici en bas, qui a été publié en 2012 par Alex Kuzewski et ses collaborateurs, ben, il y a une chose très intéressante qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont pris, ils ont entraîné leur base de données, ils ont entraîné leur réseau de neurones sur une base de données qui est ImageNet. Une fois qu'il est entraîné, ils ont pris un certain nombre d'images et ils les ont projetés vers l'espace à 4096 dimensions et ils ont regardé pour chacune de ces images-là quels étaient leurs plus proches voisins dans l'espace à 4096 dimensions. Ben, on réalise ici que si on prend par exemple l'image d'une fleur mauve, ben dans l'espace à 4096 dimensions, les plus proches voisins sont toutes des fleurs mauves. Même chose ici pour un éléphant, un avion, une image d'Halloween ou encore un chien. La conclusion, c'est que il semble que le réseau de neurones a été capable d'apprendre à projeter des images d'origine vers un espace à 4096 dimensions qui est localement linéaire, on pourrait dire ça ici, avec une certaine organisation sémantique. Ça veut dire que deux points qui sont proches dans cet espace-là correspondent à des images qui sont visuellement similaires avec des contenus qui sont sémantiquement similaires. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre l'ensemble des images qu'on a projetées dans un espace à 4096 dimensions et essayer de visualiser cet espace-là à 4096 dimensions. Évidemment, 4096, c'est beaucoup trop grand pour être visualisé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la dimensionnalité de cet espace de 4096 à 2 dimensions. On pourrait faire ça avec une analyse en composante principale, mais l'analyse en composante principale est une projection qui est linéaire et un peu simpliste. Donc, ce qu'on va utiliser, et ça c'est très souvent utilisé dans le domaine, ce sont des méthodes non linéaires. Probablement la méthode la plus fréquemment utilisée aujourd'hui, c'est la méthode t-SNE que vous voyez ici, qui permet, par exemple, pour une base de données comme MNIST, de projeter les images de l'espace 4096 dimensions en 2D, et on voit que les classes, les 9 classes de MNIST sont vraiment bien séparées, et on voit qu'il y a certaines classes qui sont plus proches que d'autres, parce que les caractères écrits, par exemple, les deux classes qui sont ici, verte et mauve, ben ce sont des 4 et des 9. Donc on voit que un 4, c'est éventuellement ça pourrait être vu comme un 9 qui est trop ouvert ou quelque chose comme ça. Donc on voit qu'il y a des classes qui sont plus proches que d'autres, des classes qui sont plus loin, d'autres classes qui se chevauchent, etc. D'ailleurs, sur le site web du cours, j'ai mis ici une présentation de la méthode de t-SNE. Donc, ça m'évite d'avoir à faire une vidéo. Je vous demande donc de visualiser cette vidéo-là, qui est très informative, extrêmement bien faite et qui a été visualisée un très grand nombre de fois par des membres de la communauté. D'autres exemples d'images qui sont visualisées ou de bases de données visualisées par t-SNE. On a ici AlexNet qui a utilisé t-SNE et des images de ImageNet. Et chaque image est représentée par une toute petite imagette.
Et donc, si on zoome à l'intérieur de ça, on constate que des scènes marines sont regroupées ensemble, des images de chiens sont regroupées ensemble, des images de félins sont aussi regroupées ensemble. Donc, on voit que l'espace à 4096 dimensions de AlexNet est sémantiquement cohérent. Même chose ici pour CIFAR 10. On voit que les classes sont séparées, quoique il y a certaines classes qui se chevauchent, probablement parce que leurs contenus sont sémantiquement assez similaires ou assez proches. Une autre façon, c'est de visualiser directement les cartes d'activation. Donc, on a un réseau de neurones et à chaque couche de ce réseau de neurones, on a un certain nombre de cartes d'activation. Et une carte d'activation, ça peut être vu comme une petite image 2D en niveau de gris qu'on pourrait visualiser. Donc, on prend ici, par exemple, des images d'entrée et à côté, on met une carte d'activation, par exemple la 151e carte d'activation de la couche Conv5, qui est de taille 13 par 13. Donc, ça, c'est 13 par 13. On a augmenté la taille de la carte d'activation pour que ça soit la même taille de l'image d'entrée. Fait qu'on voit que la 151e carte d'activation de la couche Conv5 semble être un détecteur de visage. Et que ce soit pour des humains et pour des animaux. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et en fait, dans un article en 2014, il y a une équipe qui s'est lancé le défi de se faire un visualisateur de carte d'activation. Je vous recommande très fortement de visualiser, de regarder la vidéo qui est ici. C'est une vidéo YouTube qui a été vue des milliers de fois parce que c'est vraiment très explicites quant au contenu d'un réseau de neurones et qu'est-ce qu'on peut déduire des différentes couches. Donc, on voit qu'ils se sont fait une interface ici qui leur permet de visualiser le contenu de la première couche, donc Conv1, Conv2, c'est la deuxième couche, Conv3, la troisième couche, Conv4, Conv5, etc. Donc, P1, P2, ça c'est du pooling. FC, c'est les fully connected layer, etc. Et donc, on voit ici, par exemple, que dans la cinquième couche convolutive, eh bien, il y a une des cartes d'activation qui s'excite particulièrement lorsqu'il y a un visage dans l'image d'entrée. Donc, on peut en conclure que les neurones de cette carte d'activation se sont spécialisés dans la détection de visage. On peut également identifier les ondes d'une image qui activent au maximum un neurone d'une carte d'activation. Donc, la procédure est pas très compliquée. Encore une fois, on a un réseau de neurones ici qui a été pré-entraîné et qui fonctionne bien. Donc, le but, c'est pas de le réentraîner, c'est juste de visualiser le contenu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une couche, par exemple la couche qui est ici, parce qu'on veut, par exemple, en visualiser le contenu. Donc, on va sélectionner une couche. Et ensuite, à l'intérieur de la couche, on va sélectionner une carte d'activation en particulier. Mettons la 20e carte sur 512. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une propagation avant de plusieurs images de notre base de données. Et on va prendre les images, les N images ayant provoqué une activation maximale. Donc, par exemple, si je reviens en arrière, si on avait pris une carte d'activation ici, celle-là, on verrait que l'image d'entrée a provoqué aucune activation. Donc, cette image-là serait ignorée. Alors que pour une autre couche, ici, on voit que l'image d'entrée a provoqué une activation qui est importante. Donc, cette image-là pourrait être retenue. Donc, on ferait ça. On retient un certain nombre d'images qui provoquent une activation maximale. Et pour chacune de ces images-là, on va cropper, on va sélectionner la zone de l'image en entrée en fonction du champ récepteur du filtre ici qui est associé. Et on va utiliser ça pour essayer de comprendre qu'est-ce que les filtres ici ont appris, ou en fait, qu'est-ce qui active au maximum les cartes d'activation ici. Et là, ce qu'on voit, c'est que tout dépendant des cartes d'activation qu'on va sélectionner, certaines se spécialisent dans la détection de sections circulaires foncées entourées de zones claires. Donc, souvent, ça peut être des yeux. Ça, ce sont des yeux de chien et puis un museau de chien. Ou encore, il y a d'autres cartes d'activation qui s'excitent en présence de texte. D'autres encore, ce sont des objets circulaires comme des pneus, etc.
Leur article en 2014 sur la méthode ZFNet, donc ZF c'était pour Zieler-Fergus, là, les deux auteurs de l'article, ils ont fait une expérience qui est tout à fait similaire. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sélectionné des patchs qui activent au maximum les couches de leur réseau. Donc, ils ont réalisé que pour la première couche, c'était essentiellement des petites zones de l'image qui correspondaient à des changements d'intensité ou de couleur, comme on peut voir ici. Donc, ça nous indique que les filtres ici sont des filtres de détection de contour de la première couche, comme on avait dit précédemment. Ensuite, les couches, les fils de la couche suivante sont une combinaison de contours. Donc, qui dit combinaison de contours parle de texture, comme on peut voir ici. Les patchs qui activent au maximum la couche 3, ben c'est des patchs qui mélangent la texture. Donc, c'est des informations, encore une fois, de texture, mais un petit peu plus élaborées. Et pour les patchs associés aux couches suivantes, ben, on voit que c'est des informations sémantiques plus élevées. On voit ici que ce sont des visages de chiens ou encore des visages, des sections circulaires comme des horloges ici, ou encore des fleurs, comme on peut voir ici, ou quelque chose comme des claviers, comme on peut voir à cet endroit-là. Donc, la conclusion, c'est que plus les neurones sont profonds, plus ils vont détecter des représentations qui sont complexes, d'où l'intérêt d'avoir des réseaux de neurones à convolution les plus profonds possibles.